Bonjour, je suis Chloé et bienvenue dans la parenthèse vivante. Ici, on parle de parentalité consciente, de neuroatypie, de pédagogie nature et de santé mentale. Tout ça avec sincérité, douceur et repères concrets. Un espace pour souffler, déculpabiliser et te sentir moins seul, afin de revenir à l'essentiel, le lien. Salut, c'est Chloé et bienvenue dans la parenthèse vivante. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un épisode un petit peu différent, un épisode plus intime, plus profond, mais toujours avec les pieds sur terre. On ne va pas partir dans une grande dissertation avec du violon en fond et puis des foulards dans le vent. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question. Combien de fois naît une femme au cours de sa vie ? Parce qu'on parle souvent de devenir soi. Mais la vérité, c'est qu'on ne devient pas soi une fois pour toutes. On devient soi et puis la vie arrive. Le corps change, le couple change, les enfants arrivent ou n'arrivent pas. Le travail prend de la place, les rêves se déplacent, les blessures remontent, les certitudes tombent. Les priorités bougent et parfois on se regarde dans le miroir en se disant « Mais moi là, je suis où là-dedans ?» Et je pense qu'on est nombreuses à avoir déjà ressenti ça. Cette sensation d'être en train de changer sans avoir vraiment signé le formulaire, tu vois. Aujourd'hui, on va parler des 1000 vies d'une femme, des métamorphoses, des deuils invisibles, des versions de nous qu'on doit parfois quitter pour continuer à avancer. Et surtout, on va parler d'une question primordiale pour moi, comment rester soi quand la vie nous transforme sans cesse. Et si ce sujet te parle déjà, pense à t'abonner à la parenthèse vivante pour retrouver les prochains épisodes. Et si tu connais une femme qui traverse une période de changement, garde cet épisode en tête, il pourrait peut-être lui faire du bien. Alors d'abord, j'aimerais aborder ce sujet, on ne reste pas la même. Et ce n'est pas un échec. Je commence par cette idée qui est super importante, changer, ce n'est pas se perdre. On a parfois une image très figée de l'identité. Trouver une version stable de nous-mêmes, bien rangée, bien définie, avec une étiquette collée dessus. Moi, je suis comme ça. Moi, je veux ça. Moi, je fonctionne comme ça. Sauf qu'en fait, la vie, elle, elle ne nous laisse pas du tout dans une version stable. Elle va nous traverser. La vie nous remue, nous étire, nous oblige à réviser nos propres définitions. C'est exactement la même idée que quand on a des principes, certains principes bien arrêtés avant d'avoir des enfants. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas forcément une crise en fait. Parfois, c'est juste une croissance, ce moment-là en fait. Mais soyons honnêtes, grandir, c'est pas toujours joli. Parfois, c'est confus, parfois, c'est inconfortable et franchement, parfois, c'est moche. C'est comme quand tu ranges une armoire. Avant que ce soit mieux, il y a toujours un moment où tout est par terre. Ça ressemble à rien et tu regrettes d'avoir commencé. Et tu te demandes mais pourquoi j'ai toujours ces débardeurs que je peux porter au lycée. L'identité, c'est pareil. Parfois, avant de retrouver de la clarté, il y a un moment où tout est sorti. Et dans ces moments-là, on peut se demander, est-ce que je suis en train de me perdre ? Eh bien, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, tu es juste en train de changer de peau. J'aimerais aborder un autre thème, c'est les 1000 identités d'une même femme. Une femme n'est jamais une seule chose, si je peux dire. J'aime pas ce mot, mais je vois pas trop comment le qualifier autrement. On peut être fille, sœur, amie, amoureuse, professionnelle, mère, partenaire, créatrice, rêveuse, ambitieuse, vulnérable, solide, perdue et lumineuse. Et parfois, tout ça dans la même journée. Oui.
Le matin, tu peux être la femme qui veut avancer dans ses projets. À midi, la mère qui pense au rendez-vous des enfants. L'après-midi, la professionnelle efficace. Le soir, la partenaire qui aimerait bien exister autrement que dans la phrase «Tu as pensé à sortir la poubelle?» Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a toi. Mais toi, ce n'est pas forcément le rôle que tu joues à un moment donné. Tu n'es pas uniquement mère, tu n'es pas uniquement conjointe, tu n'es pas seulement ton métier et tu n'es pas non plus seulement ton corps, tu n'es pas uniquement celle qui gère. Tu es plus vaste que tous ces rôles. Et pourtant, certains rôles prennent tellement de place qu'ils peuvent nous avaler littéralement. La maternité, par exemple, ça peut être immense, magnifique parfois, bouleversante aussi la maternité souvent, et épuisante clairement. Et cette maternité, elle peut aussi poser une question très dérangeante. Qui suis-je maintenant que je suis devenue mère? Je vais aborder ensuite cette thématique de la matrescence, quand une mère naît aussi. Parce qu'on connaît bien la naissance du bébé. On prépare le berceau, les vêtements, les couches, parfois la chambre, la poussette, le sac de maternité. Mais on prépare beaucoup moins la naissance de la mère. Et pourtant, devenir mère, ce n'est pas juste ajouter un enfant à sa vie. C'est une transformation profonde, physique, psychique, sociale, relationnelle. Il existe un mot pour ça, la matrescence, comme l'adolescence. C'est une période de transition. Le corps change, les hormones changent, les priorités changent, le rapport au temps change, le couple change, le rapport à sa propre mère peut aussi changer, et le rapport à soi également. Et parfois, ce qui est difficile, ce n'est pas seulement de s'occuper d'un enfant, c'est de se reconnaître dans cette nouvelle version de soi. Tu peux aimer ton enfant profondément et regretter certaines limites d'avant. Tu peux être heureuse d'être mère et être triste de ne plus avoir autant d'espace intérieur. Tu peux être reconnaissante et épuisée. Tu peux avoir choisi cette vie et quand même te sentir déroutée. Et ça, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une transition. Je trouve ça tellement important de le dire, parce que beaucoup de femmes culpabilisent de ressentir plusieurs choses en même temps. Comme si la maternité devait uniquement être belle, comme si on n'avait pas le droit de dire « je suis heureuse, mais je suis aussi perdue ». Je l'aime, mais l'ancienne moi me manque. Je suis devenue mère, mais j'ai besoin d'être femme. Je vais maintenant aborder un autre point, c'est les deuils invisibles. C'est peut-être le cœur de cet épisode. À chaque transformation, quelque chose naît, mais quelque chose disparaît aussi. Et ces disparitions-là, on ne les ritualise presque jamais. On célèbre la naissance d'un enfant, un mariage, une promotion, un déménagement, une réussite. On a l'habitude de ça. Mais on parle beaucoup moins du corps d'avant, du temps d'avant, de la spontanéité d'avant, de la femme qu'on était, de certaines amitiés qui se sont éloignées, de certains rêves que l'on a repoussés, de certaines versions de nous qui ne reviendront pas tout à fait. Et pourtant, ces deuils invisibles, ils existent. Je vais te donner un exemple très simple. Avant d'avoir des enfants, tu pouvais peut-être, à 18h, te dire « Tiens, je vais me faire un ciné » ou « Tiens, je vais aller courir ». Bah maintenant, décider d'aller au ciné, c'est une opération militaire internationale. Hein. Qui garde les enfants? Quel repas? Quelle heure? Quel pyjama? Est-ce qu'il y a des compotes, des couches? Et qui va coucher l'enfant? Ah là là, et où est-ce qu'elle est cette fichue gourde bleue? Alors oui, tu peux encore sortir, mais ce n'est plus la même spontanéité. Et on peut aimer sa vie actuelle tout en reconnaissant que certaines choses d'avant nous manquent. C'est ça, un deuil invisible. Ce n'est pas forcément vouloir revenir en arrière, c'est reconnaître que quelque chose a changé tout simplement. Et reconnaître, eh bien, ça apaise. Parce que ce qui n'est pas reconnu, ça se transforme souvent en irritabilité, en tristesse floue, en jalousie, en fatigue, en sentiment d'être coincé.
Parfois, on ne va pas mal parce que notre vie est mauvaise, on va mal parce qu'une ancienne version de nous n'a jamais été, saluée avant de partir. Maintenant, je vais te parler du corps, ce compagnon que l'on doit réapprivoiser. Il y a aussi ce corps de jeune fille, le corps désiré, le corps regardé, le corps comparé, le corps enceinte, le corps qui accouche ou pas, le corps qui allaite ou pas, le corps fatigué, le corps qui porte, le corps qui change avec l'âge, le corps qui vieillit, le corps qui vieillit, le corps qui parfois ne répond plus vraiment comme avant. Franchement, être une femme dans son corps, ce n'est pas toujours une promenade de santé en mode détente avec tisane et gratitude. On reçoit tellement de messages contradictoires. Sois naturel, mais pas trop. Sois désirable, mais pas vulgaire. Sois mince, mais pas obsédée. Sois mère, mais reste femme. Sois active, mais disponible. Vieillis bien, mais ne vieillis pas trop visiblement. À ce moment donné, il faudrait peut-être leur envoyer un mail, en fait, groupé, en mode «Bonjour, merci pour vos injonctions contradictoires, mais nous ne sommes pas disponibles pour le moment». Le corps, en fait, il change et chaque changement peut venir toucher l'identité. Après une grossesse, certaines femmes ne reconnaissent plus leur ventre, leur poitrine, leur énergie, leur désir. À la périménopause ou à la ménopause d'ailleurs, d'autres vivent des changements de sommeil, d'humeur, de cycle, de peau, de poids, de libido, de concentration. Et là encore, il ne s'agit pas de dramatiser, il s'agit de dire ce corps, il traverse quelque chose, et moi avec. On ne peut pas habiter un corps transformé exactement comme avant. Il faut pouvoir réapprendre à l'écouter, réapprendre à le respecter, réapprendre à l'aimer doucement, et même si ce n'est pas tous les jours. Et peut-être arrêter aussi de parler et de lui parler comme à un ennemi. Parce que ce corps, même imparfait, même changeant, même fatigué, il nous accompagne, et tous les jours. Il a porté nos histoires, il a encaissé nos stress, il a traversé toutes nos saisons. Il mérite peut-être moins de jugement et plus de considération. Et moi, je suis hyper reconnaissante de pouvoir prendre soin de mon corps. Et je dis souvent que mon corps, en fait, c'est mon temple. J'adore... En fait, je me rends compte tous les jours de tout ce que je peux faire grâce à lui et tout ce qu'on a vécu ensemble, en fait. Ensuite, je vais te parler du couple. Rester femme, partenaire, amante et pas seulement parent. Il y a un endroit où vraiment ces transformations se voient beaucoup, c'est le couple. Quand les enfants arrivent, le couple peut devenir une équipe de logistique, hein. On parle des couches, de l'école, des rendez-vous, des repas, des lessives, du planning. Et parfois, le couple amoureux se retrouve sous une pile de linge propre qui n'est jamais pliée. On se croise, on se coordonne, on gère. Et un jour, on se dit, mais nous deux, on en est où? Rester femme dans le couple, ce n'est pas redevenir celle d'avant. C'est trouver une nouvelle façon d'exister dans la relation. Parce que la femme d'avant, elle n'avait peut-être pas en fait les mêmes contraintes. Elle n'avait pas la même fatigue, pas les mêmes besoins, pas le même corps et pas les mêmes priorités. Le désir aussi peut changer. Et c'est important de ne pas le traiter comme un interrupteur cassé. Le désir a besoin d'espace, de sécurité, de douceur, de temps, de non-charge mentale aussi. Parce que, on va pas se mentir, hein, c'est quand même difficile de se sentir sensuel quand on est en train de penser au vaccin du petit, à la réunion de demain, ou au fait qu'il n'y a plus de PQ aux toilettes. La question, c'est pas comment redevenir comme avant, la question serait plutôt comment se retrouver aujourd'hui avec ce que nous sommes devenus. Et parfois, ça commence très petit. Un vrai regard, un message dans la journée, un rire, un café ensemble, une discussion sans écran, une phrase honnête, tu me manques, ou je me manque aussi. Maintenant, je vais te parler de la femme qui se redécouvre. Parce qu'il y a des moments où les enfants grandissent. Et oui, ça arrive. Ils ont moins besoin de nous pour certaines choses, ou en tout cas différemment.
Et là, parfois, il y a un espace qui revient. Mais au lieu d'être seulement agréable, cet espace, il peut être étrange parfois. Parce qu'on s'est tellement défini par le fait de répondre aux besoins des autres qu'on ne sait plus toujours répondre à cette question: «Et moi, qu'est-ce que je veux?» Pas ce qui est utile, pas ce qui est raisonnable, pas ce qui arrange tout le monde. Moi, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je ne veux plus porter? Qu'est-ce qui doit changer? Cette phrase, elle peut être super puissante. Parce qu'en fait, elle peut faire peur, mais elle peut aussi ouvrir une nouvelle liberté. Pas forcément une liberté spectaculaire, hein, pas forcément je quitte tout et je vais élever des chèvres dans le Larzac, non. Parfois c'est juste, je reprends une activité, je remets mon corps en mouvement, je demande de l'aide, je relance un projet, je dis non, je me forme, je crée, je marche, je respire, je retrouve mon rire. Ce n'est pas forcément une révolution, c'est parfois une réapparition. Alors, comment rester soi quand tout change? Comment on fait? Comment rester soi quand la vie nous transforme sans cesse? Je te propose 5 repères simples. Le premier, c'est arrêter de chercher l'ancienne version. Parfois on souffre parce qu'on veut redevenir celle d'avant, mais certaines versions de nous ne reviendront pas exactement, et ce n'est pas forcément une perte totale. Tu n'es peut-être plus celle d'avant, mais tu peux devenir une version plus consciente, plus honnête, plus proche de tes vrais besoins. La question n'est pas comment redevenir moi, mais qui suis-je maintenant? Le deuxième repère, c'est nommer ce que l'on quitte. Prends un moment pour te demander: quelle version de moi suis-je en train de quitter? La femme toujours disponible, la jeune fille qui voulait plaire, la mère qui portait tout, la professionnelle qui devait prouver, la partenaire qui s'adaptait trop, la femme qui disait oui quand son corps disait non. Nommer, c'est déjà faire de la place. Le troisième repère, c'est garder un fil rouge. Même si nos rôles changent, il y a souvent des fils rouges. Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous apaise, ce qui revient dans toutes nos versions en fait. Pour toi, c'est peut-être la nature, la création, la transmission, la liberté, la tendresse, la justice, l'humour, le soin, l'apprentissage. Demande-toi, qu'est-ce qui reste vivant en moi, peu importe les étapes. Le repère numéro 4, ne pas confondre rôle et identité. Tu peux être mère sans n'être que mère. Tu peux être en couple sans te réduire à ton couple. Tu peux travailler sans être uniquement ton métier. Tu peux prendre soin des autres sans disparaître. Tu as des rôles, mais tu n'es pas seulement tes rôles. Le repère numéro 5, se parler avec compassion. On traverse des changements immenses. Et on se parle souvent comme si on devait tout gérer parfaitement. Mais une femme en transition n'a pas besoin de se juger. Elle a besoin d'être accompagnée. Et parfois, la première personne qui doit l'accompagner, c'est elle-même. On a souvent tendance à être très dur envers nous-mêmes. Tu peux te dire, je suis en train de changer, c'est normal que ce soit inconfortable. Ou je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Je peux avancer petit pas par petit pas. Je peux me rencontrer à nouveau. Je vais te donner un petit exercice qui s'appelle les femmes que j'ai été. Alors c'est un exercice super simple. Tu prends une feuille et tu écris les femmes que j'ai été. Tu prépares ta liste, par exemple, la petite fille que j'ai été, l'adolescente que j'ai été, la jeune femme que j'ai été, la femme amoureuse, la femme blessée, la mère que je suis devenue, la femme fatiguée, la femme courageuse, la femme qui recommence. Et à côté, tu peux écrire qu'est-ce qu'elle m'a appris. Parce que aucune version de toi n'est inutile.
Même celles qui ont eu peur, même celles qui se sont trompées, même celles qui ont trop donné, même celles qui n'ont pas su partir, même celles qui n'ont pas su demander. Elles t'ont toutes porté jusqu'ici. Et peut-être qu'au lieu de les juger, on peut les remercier. Parce que tu ne serais pas vraiment toi-même et tu ne serais pas là où tu en es sans elles. Pas forcément sortir les grands violons, juste dire merci, tu as fait comme tu as pu. J'aimerais finir l'épisode en te disant alors, combien de fois naît une femme? Peut-être des dizaines de fois. À chaque fois qu'elle quitte une peau devenue trop étroite, à chaque fois qu'elle ose dire ça ne me convient plus, à chaque fois qu'elle devient mère ou qu'elle ne le devient pas, à chaque fois qu'elle traverse une perte, un amour, un changement de corps, un nouveau désir, à chaque fois qu'elle revient vers elle après s'être oubliée. Et si tu es dans une période où tu ne sais plus exactement qui tu es, je vais te dire une chose, tu n'es pas forcément perdu. Tu es peut-être en train de naître encore. Alors sois douce avec toi, laisse-toi le droit d'être en transition. Laisse-toi le droit de ne pas avoir toutes les réponses. Laisse-toi le droit de devenir. Et peut-être qu'au lieu de te demander pourquoi je ne suis plus celle d'avant, tu peux commencer à te demander qui suis-je en train de devenir. Parce qu'au fond, rester soi, ce n'est pas rester identique. C'est garder un fil vivant à l'intérieur de soi, même quand tout autour change. C'est accepter de ne pas être une seule version figée. C'est se donner le droit d'évoluer, de recommencer, de se redécouvrir encore. Et peut-être que c'est ça finalement, grandir sans se perdre. Ne pas s'accrocher à celle que l'on était, ne pas fuir celle que l'on devient, mais apprendre à faire la paix entre toutes les femmes qu'on a été. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Si cet épisode t'a touché, pense à t'abonner à la parenthèse vivante et à le partager à une femme qui est peut-être elle aussi en train de se redécouvrir. Un partage, un commentaire, un like, une note, c'est peut-être petit pour toi, mais pour un podcast indépendant, ça aide énormément à faire voyager tous ces messages, à rejoindre d'autres personnes qui en ont besoin. Et moi, j'adorerais te dire, dis-moi en commentaire quelle version de toi es-tu en train de quitter ou quelle nouvelle version de toi apparaît doucement. Et maintenant, comme toujours, on termine avec une petite respiration du côté du vivant, parce que la nature, elle aussi, nous parle de transformation. Aujourd'hui, on parle d'un animal qu'on croit connaître parce qu'on le trouve joli. C'est le papillon. On le voit passer dans le jardin, au bord d'un chemin, près d'une fleur, et souvent, on se dit juste « Oh, regarde un papillon !» et puis il s'envole. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on le regarde autrement. Pas comme une petite décoration volante, comme un être vivant, absolument incroyable. Parce qu'un papillon, ce n'est pas juste beau, c'est un ancien petit animal rampant, devenu léger, coloré, fragile et aérien. Une chenille qui a changé de monde. Avant, elle vivait au ras des feuilles. Après, elle traverse l'air. Et déjà, rien que ça, c'est fou. Le détail incroyable, c'est que le papillon boit avec une paille. Quand un papillon vient sur une fleur, il ne mord pas la fleur. Il déroule une sorte de longue trompe très fine, un peu comme une paille. Cette trompe s'appelle un proboscis. Mais avec les enfants, tu peux clairement dire paille du papillon. Quand il ne l'utilise pas, elle s'enroule comme un petit ressort. Et quand il trouve du nectar, il la déroule pour boire. Donc la première mission, c'est d'observer si le papillon déroule sa paille. Tu vas pas toucher, tu ne captures pas, tu regardes seulement. On peut dire à l'enfant à ce moment-là, regarde bien sa tête.
est-ce que tu vois une petite trompe, une petite paille qui descend vers la fleur? Franchement, quand on arrive à le voir, c'est magique. Le deuxième détail incroyable, c'est que le papillon goûte avec ses pattes. Quand il se pose sur une fleur ou sur une feuille, ses pattes peuvent détecter des informations chimiques. Ça l'aide à savoir si c'est intéressant pour se nourrir ou parfois si c'est un bon endroit pour pondre. Alors, avec ton enfant, tu peux dire, imagine si tu devais goûter ta compote avec tes pieds. Normalement, ça marche et ça fait assez rire. Et après, ils retiennent l'information. La deuxième mission, c'est d'observer effectivement où le papillon pose ses pattes. Sur quelle fleur? Sur quelle feuille? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il repart tout de suite? Et tu peux dire à ton enfant, peut-être qu'il est en train de vérifier avec ses pattes si cet endroit lui convient. Et là, le papillon devient presque un petit explorateur. Le troisième détail qui est incroyable, c'est que ses ailes sont couvertes d'écailles. Les ailes du papillon sont couvertes de toutes minuscules écailles. C'est pour ça que les papillons appartiennent au groupe des lépidoptères. Lépidoptère, ça veut dire aile à écailles. Alors attention, on ne touche pas les ailes d'un papillon parce qu'elles sont très fragiles et ces petites écailles peuvent s'abîmer. Tu peux amener l'enfant à observer. Tu vois les couleurs sur ses ailes? Ce sont comme des milliers de toutes petites tuiles microscopiques que l'on ne voit pas à l'œil. Un peu comme un toit minuscule ou une mosaïque vivante. Et là, si tu regardes un papillon avec cette image en tête, ce n'est plus juste une tache de couleur qui vole, c'est une œuvre d'art vivante. L'activité que je vais te proposer maintenant, c'est Mission Papillon. C'est une mission à faire dehors. Tu peux choisir un endroit avec des fleurs, un jardin, un chemin, une prairie, un massif de lavande, de trèfle, des ronces sans fleurs, des fleurs sauvages. Et tu peux amener ton enfant à dire aujourd'hui, on ne chasse pas les papillons, on les observe comme les naturalistes. Le mot naturaliste, c'est joli. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui observe la nature. La première étape, c'est que l'on reste immobile. Pendant 1 minute, on ne bouge presque plus. Parce que si on court derrière un papillon, devine quoi? Il part. Le papillon, lui, il n'a pas signé une poursuite policière dans le jardin. Donc on se calme, on s'accroupit et on attend. C'est ça la nature parfois, ça demande de la patience. La deuxième étape, on choisit un papillon. Quand un papillon arrive, on essaie de suivre son trajet avec les yeux. Et on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'il vole droit ou est-ce qu'il zigzague? Souvent, les papillons, ils ont un vol qui est assez irrégulier, comme une petite feuille qui aurait décidé de vivre sa vie au gré du vent. La troisième étape, on observe son arrêt. S'il se pose, on regarde sur quelle fleur il va se poser, est-ce qu'il ouvre ou ferme ses ailes, est-ce qu'il y reste longtemps à cet endroit, est-ce qu'il déroule sa petite paille pour boire du nectar, et surtout où il pose ses pattes. On peut se demander, à ton avis, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche du nectar? Est-ce qu'il cherche un endroit, par exemple, pour se reposer? Est-ce qu'il cherche une plante pour pondre? La quatrième étape, c'est le défi. Dessine son chemin. Après l'observation, l'enfant peut dessiner le chemin du papillon. Pas besoin que ce soit beau, hein, on ne demande pas une œuvre d'art. Juste une fleur ici, une fleur là, un zigzag, un arrêt, un envol. Et là, on se rend compte d'un truc. Le papillon ne vole pas au hasard, comme on le croit en fait. Il explore et il choisit. Donc j'aimerais finir l'activité en disant qu'un papillon, ce n'est pas juste joli. C'est une chenille qui a changé de vie, avec une paille pour boire, des pattes pour goûter, des ailes couvertes de minuscules écailles. Honnêtement, moi je trouve ça incroyable. Le lien avec l'épisode, eh bien, ce papillon, il nous raconte quelque chose. Il nous rappelle que changer, ce n'est pas simplement devenir plus beau.
La métamorphose, ce n'est pas un relooking, ce n'est pas avant chenille, après papillon, transformation réussie. Merci, au revoir. C'est beaucoup plus profond. C'est un être vivant qui traverse plusieurs formes, plusieurs façons de se déplacer, plusieurs façons de se nourrir, plusieurs façons d'habiter son monde. Et pourtant, c'est la même vie qui continue. Alors peut-être que nous aussi, quand la vie nous transforme, on ne devient pas quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on découvre une nouvelle manière d'être au monde. Plus lente à certains moments, plus légère à d'autres, plus fragile parfois, plus libre sûrement. Le défi de la semaine, cette semaine, si tu vois un papillon, ne te dis pas seulement « Ouah, il est beau !» Arrête-toi 2 minutes et demande-toi comment est-ce qu'il vit lui? Qu'est-ce qu'il cherche? Comment est-ce qu'il goûte le monde? Si tu fais l'activité en famille ou seul avec ton enfant, demande-lui si tu étais un papillon aujourd'hui, tu aurais envie de te poser où? Parfois, leurs réponses sont juste magnifiques. Si cette minute du vivant t'a plu, dis-moi en commentaire, as-tu déjà observé la trompe d'un papillon? Et si tu fais cette mission papillon en famille, reviens me raconter ce que vous avez pu observer. J'adore lire vos petites découvertes du vivant. Si cette minute du vivant t'a plu, pense à t'abonner à la parenthèse vivante, à la partager à une famille autour de toi. Ça aide énormément le podcast à grandir et ça permet à d'autres parents de découvrir ces petites expériences nature, toutes simples, qui créent du lien avec les enfants. À très bientôt pour une nouvelle parenthèse vivante. Je te souhaite une belle journée. Ciao ciao!